Paquita, ça a toujours été ton surnom? Non, Ah, Paquita, attention, d'accord. c'est le diminutif de Francisca. Oui, bien sûr. Et je vais te dire l'origine. Voilà. En Espagne, donc il a fallu catholiser, christianiser, catholiser, etc. Ce qui veut dire que souvent, tu as par exemple, Pepe, Pepito, c'est José. Oui, bien sûr, oui. Paco, Paquito. Franco s'appelait comme ça. Francisca, ça n'a rien à voir, ça ressemble pas du tout. Mais ça veut dire que comme c'était des prénoms, Paquita, Pepe, Pepito, c'était des prénoms d'origine ibère. Naturellement, les catholiques, ils ont dit, ça va être le diminutif de Sainte Françoise. Oui, voilà. Oui, d'accord. Tu vois, et moi on m'a toujours appelé Paquita. C'est le diminutif, Paca, Paquita, mais qui est beaucoup. Mais en réalité, sur mon état civil, c'est Francisca. Et en français, c'est Françoise. Alors, je suis née en Espagne 3 mois après le coup d'État de 1936, n'est-ce pas? C'est-à-dire le 20 octobre 1936, dans un petit village de Mediana, qui est à 20 km de Saragosse et sur la route du triste Belchite. Je suis née 3 mois donc après, et donc si tu veux, mon itinéraire va être, puisque enfant de républicain anarchiste, va être celui d'une pure enfant de la retirada. Hein? Et d'ailleurs, ce sont 6 étapes, puisque nous arrivons en France en janvier 1939, et j'ai compté les étapes, puisque successivement, ça va être Caspe, Barcelone, Roubaix, la frontière et les camps de concentration, plus ou moins, puisqu'on appelait ça des camps de concentration en France. Voilà. Donc, jusque, on va dire, en avril 40, où on a été à peu près stable. Voilà, c'est ça mon itinéraire. Et donc en Espagne, quand vous fuyiez le village où habitaient tes parents, où tu habitais, où tu es né, vous vous êtes donc retranché dans les zones qui étaient en main des républicains, au-delà de la région de Saragosse. C'est ça. Et comment ça se passe alors à ce moment-là, quand vous vous retrouvez dans ces zones? Qui vous accueille, dans quelles conditions vous vivez? Donc, je voudrais peut-être parler particulièrement de Mediana, avant de parler de notre fuite à Caspe, parce que Mediana a été vraiment un village martyr. C'est-à-dire qu'il y a le coup d'État de Franco, le 18 juillet, puisque c'est un coup d'État dans toutes les casernes des gardes civils, ils sont d'accord. Donc on publie ceci, je ne sais pas si c'est important que je vous le dise, mais pour semer la terreur dans les villages. Puisque Mediana ne se soulève pas le 19, c'est les grandes villes, n'est-ce pas, ou des villes déjà assez politisées. Mais Mediana, pas du tout. Alors le 18 juillet, il y a le crieur public. Je vous dirais que c'est un village de 300 habitants. Hein. Je ne vous ai pas parlé du contexte qui n'est pas complètement pauvre, mais si vous voulez, on y reviendra. Mais voilà ce qui est important, le crieur public dit « Avis à la population », je vais dire de Mediana. Sachez qu'à partir de ce jour, nous sommes en état de guerre. En conséquence, tous ceux qui possèdent des armes, quelle qu'en soit la catégorie, devront les déposer immédiatement à la caserne de la garde civile. Le moindre manquement à cet ordre sera puni de mort. De plus, tous les jeunes hommes, âgés de 19 à 25 ans, devront se présenter à l'autorité militaire de Saragosse dans un délai maximum de 24 heures. Les récalcitrants seront passés par les armes. À partir de ce jour, la loi martiale sera appliquée dans le village, ainsi que le couvre-feu qui interdit aux habitants de sortir dans la rue après 9 heures du soir. Le non-respect de cet ordre sera puni avec la plus grande sévérité. Donc, à ce moment-là, c'est la terreur dans le village. Évidemment, des gens comme du côté de mon père et tout ça, ils partent automatiquement dans les zones, c'est-à-dire à 7 ou 8 km, à Ijar, à Faila,
déjà dans le front, puisque là-bas, c'est les gens des villages se sont soulevés. Et c'est tenu par je dirais, par les anarchistes, hein, plutôt que par les républicains. Alors là, je voudrais vite, moi naturellement, puisque je nais le 20 octobre, et je dois dire que je ne me souviens de rien en Espagne. Mes premiers souvenirs datent de la France, à 2 ans et demi, des camps de concentration de Grenoble et Argelès. Mais mon enfance a été bercée par tout ça, par tous ces détails. Il se trouve que quand je suis revenue pour la première fois à Médiane à 15 ans, je connaissais davantage tout ce qui s'était passé et le nom des gens que ceux de mon village en France. Hein. D'ailleurs, quand mes parents se retrouvaient avec les autres, on ne faisait que parler de tout ça. Bien. Alors, le mois d'août est déjà terrible, puisque, en vertu de ça, on va, c'est le coup d'État, donc la garde civile, la caserne de la garde civile, et puis je parlerai peut-être très peu de Saragosse, mais comme on sait que Cabanellas a fait allégeance à Franco, donc déjà des soldats, des camions de soldats peuvent venir et semer la terreur à Mediana, vous comprenez? Là, ce n'est pas la peine que je m'étende sur Cabanellas. Il faut dire que, comme les républicains, comme les anards, ils avaient remporté au 1er mai beaucoup de succès, et Saragosse était en armes par le peuple. C'est ça qui est important. Ils sont allés le voir dans la mesure où lui avait été nommé par Azaña et qu'il était franc-maçon. Et il leur a dit non, non, le sang ne coulera pas, etc. Mais 3 jours après, il faisait allégeance à Franco. D'ailleurs, après, vous savez qu'il n'était pas du tout d'accord avec lui, enfin, peu importe. Donc, ce mois d'août, ça a été la terreur. En plus, il y a un autre détail dont mes parents parlaient souvent. Il y avait eu, en 1935, un gars qui avait été... il y avait eu des règlements de compte à cause des femmes, et il avait tué 2 mecs. C'était un gars de droite, parce qu'on savait déjà qui était de droite, qui était de gauche, tout ça, très bien, si on allait à l'église et tout. Et ce gars, au mois d'août, alors qu'il était en tôle, est revenu au village. Hein? Alors déjà, ça se met vraiment... Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au mois d'août, comme le front était tout près et que déjà Durruti avançait, hein, de Barcelone, il est arrivé jusque dans le coin à les riches du village, ce qu'on appelait los caciques, hein, ils sont tous partis à Saragosse. Voilà, donc c'est déjà une ambiance très difficile, dure. Je voudrais aussi parler de la famille de mon père. Alors eux, c'était de vrais anarchistes, de vrais rouges. Parce que ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que la République avait fait une loi sur roturar. Qu'est-ce que ça veut dire roturar? C'est aller travailler les champs, parce que la géographie espagnole, surtout dans ces régions, c'est tierras de secano et tierras de regadío. Il se trouve que regadío, Mediana, j'en ai pas parlé géographiquement, mais c'est riche parce qu'il y a une fontaine qui ne tarit jamais et qui devient une rivière et qui se jette dans l'Èbre. Mais il y a les tierras de secanos. Comme vous savez, ces terres dans toute l'Espagne appartenaient aux grands caciques, les très grands, c'est-à-dire los marqueses, los condes, etc., et qui déléguaient leur pouvoir à d'autres qui avaient acheté des petites terres, mais qui déléguaient leur pouvoir, ils ne savaient que faire. Alors, pendant la République, ces terres-là de Secano, on les a données, ça s'appelle roturar, on les a données aux gens qui voulaient travailler. Et les 4 frères, ils étaient 4 frères du côté de mon père, qui s'appelle Blasco, il y en a beaucoup en Aragon, ils sont toujours allés roturar las tierras. De plus, il faut que je vous dise que mon oncle, l'aîné, Pascual Blasco, dont j'ai la photo ici, était le président de la Sociedad Obrera. Il y avait déjà
à Mediana, la Sociedad Obrera, et lui, selon ce que me disent mes tantes, il allait se former à Madrid, hein, en tant que théoricien anarchiste, la terre à celui qui la travaille. Mon père disait toujours ça. Et donc, il était le président de la Sociedad Obrera. Bien, alors eux, naturellement, ils partent tout de suite. Ils n'écoutent pas ça, ce bando, parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment du côté de ma mère, un frère de ma mère, eh ben, il s'est présenté là, hein, pour... voilà. Mais eux, ils sont partis tout de suite de l'autre côté. Et c'était los rojos, on les surnommait, parce que là-bas, on surnomme beaucoup los churros. Alors, j'avais l'autre oncle qui vraiment est un héros, Tio Francisco, vous l'avez là. Lui, ce qu'il faisait, il partait à Saragosse et il allait chercher les gens et il les amenait à pied. Je ne sais pas si vous avez lu Les Fils de la Nuit, tout ça. C'était son travail. D'ailleurs, en France, il a passé, on s'est installé en Ariège et par la montagne, il a sauvé beaucoup de Juifs. Il a été décoré en France. Mais là, il ne faisait que ça, mon oncle. Donc, mon oncle arrive le 30 septembre et il dit à ma grand-mère, à mon grand-père et les trois sœurs, puisqu'eux étaient au front, il leur dit, demain, vous partez, vous chargez ça, pas le 30 septembre, excusez-moi, le 30 août, parce que tout s'est déclenché après. Vous partez, donc vous prenez los carros et tout ça, et vous partez. Alors, comme ils étaient connus comme les Rouges, ils sont venus pour tous ces gars, parce qu'il y avait des listes, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que les fachos avaient donné, los caciques avaient donné des listes de ceux qu'il fallait tuer. Donc, on est allé là-bas, parce qu'évidemment, c'est pas eux, c'était ceux qui étaient à Belchite ou dans d'autres endroits, mais je parle donc des nationales, qui venaient pour les prendre. Et ils ont été fous quand ils ont vu qu'ils n'ont pu attraper personne. Et alors, à partir de là, eh bien, ça va être terrible. Le 6, 7 et 8 septembre, voilà comment ça se passe. D'abord, on dit, vous devez aller devant l'église, tout le monde. Hein, parce que déjà, attendez, entre le 1er et le 7, on va dans les maisons. Alors, ton mari, il est là? Non, où est-il? Elles disent qu'elles ne savent pas. Ah bon, ben on prend le nom de la femme. Et partout. Donc on a les listes, bien. Et le 8 septembre, on leur dit, on va faire, venez devant l'église parce que on va, je ne sais pas, voir justement en cas que les rojos, les rouges viennent, comment vous sauver, etc. Venez devant l'église, on demande. Et alors à ce moment-là, on les prend, hein, tous ces jeunes, et les vieux, puisque qui il reste? Il reste les grands-parents, les vieux. Moi je vois des cousins à nous, hein, ils ont tué le père et la mère, et il restait, d'ailleurs nous avons élevé en France un des plus jeunes enfants, il y en avait 5. Et donc tous ces gens-là, on va les tuer, on les amène. D'abord on les laisse pendant 2 ou 3 jours dans la caserne, le quartel de la Guardia Civile, et puis sur les murs de Belchite, je connais le détail, on les met en abanico, en éventail, hein, et on les tue. Dont 5 couples que j'ai su, les noms, les 8. Alors là, quelque chose qui est très connu, quand on a tué les 80 personnes, on en parle dans le livre, c'est connu, tout le monde le sait, eh bien, il y a 2 jeunes qui ont dit « Et nous, vous ne nous avez pas tués. Et nous, vous ne nous avez pas tués. » J'ai les noms des gars, je ne sais pas, je vous les trouverai après. Et on les a tués. Je voudrais maintenant parler du côté de ma mère. Les 8 personnes qu'on a tuées à Mediana, dont mon grand-père, maternel. Mon grand-père, j'avais mes 2 tantes, c'est grâce à elles aussi et avec ma mère que je suis en vie, parce qu'elles se sont occupées de moi pendant toute la retirada.
Donc, je parle maintenant de mon grand-père et de ma tante Joaquina, la plus jeune. Elle était repérée comme vraiment très syndicaliste. En plus, elle était fiancée avec le plus jeune frère de mon père, mi tio Antonio, qui est là, vous voyez. Et le curé, on habitait à côté, qui a dit, écoute, à mon grand-père, ta fille, elle est sur la liste, donc demain, on va la tuer. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, entre parenthèses, moi aussi, c'est par miracle que 2 fois mes parents me l'ont dit. Ma mère aussi, on l'avait marqué pour aller... Qu'est-ce qu'on vous disait? Vous allez au quartel de la Guardia Civile. Vous alliez là-bas et vous n'en sortiez plus. Vous restiez 2 jours et après on vous amenait en camion à Belchite. Et comme le crieur public, l'alguacil, il a vu ma mère enceinte, il lui a dit... il avait ordre de venir la chercher, mais il lui a dit... Allez, malheureuse, donne les bases, desgraciada. Je dirais que je t'ai pas vue, que tu n'étais pas chez toi. Elle est revenue. Quant à ma tante, qu'a pensé mon grand-père? Mon grand-père, voilà ce qu'il faisait. Il vendait des légumes verts, puisque ce village est très riche, puisqu'il y a le Rinel qui passe, et il vendait ses légumes dans los pueblos de Secano, dont j'ai parlé. Ce sont des villages riches aussi, mais ils ont un puits à l'intérieur de la maison pour s'alimenter en eau, et après c'est des terres à blé. Donc il allait toujours. Et ce village, c'est la Puebla de Alborton, qui est dans la zone républicaine. Il la cache sous les légumes, et comme on avait de la famille là-bas, et en plus de mèche avec le curé. Entre parenthèses, ce qui a toujours fait dire à mon père, il la voulait pour lui, le curé. Mon père devenait chaque jour en vieillissant plus anticlérical. Bien, alors je reviens à ça, on l'a mis à la Puebla d'Alborton, et là, lui, il avait prévu, le curé, de la mettre, de là, on va à Saragosse pour la mettre dans un couvent, comme ça, elle sera à l'abri. Je reviens à mon grand-père. Mon grand-père, en revenant, naturellement, il avait sa fille aînée, ma mère, qui était mariée avec le rouge, qu'on n'avait pas pu attraper, le churro, hein. L'autre qui était fiancé aussi, la Joaquina, avec l'autre. Et il y a des gens, en rentrant au village, qui ont dit, des gens de droite, j'allais le dire en espagnol, regarde celui-là, il est allé indiquer dar parte a los rojos. Donc, il est allé, c'est un espion, il est allé. Ils l'ont pris, hein, et ils l'ont mis directement, on ne sait pas, au quartel de la Guardia Civile. Et 2 jours après, avec ces 8 personnes qu'ils ont tuées à Mediana, devant le cimetière. Je veux parler, je suis un peu émue, de ma mère qui a entendu les coups de fusil. Et moi, j'étais dans son ventre. Et je veux en parler parce que je pense, après j'ai fait une psychanalyse, parce que quand je suis née, je voulais mourir. Je ne voulais pas le lait de ma mère. On m'a amenée dans beaucoup des femmes, et je ne voulais aucun lait maternel. Et quand j'ai fait plus tard, ici en France, une explication psychanalytique, c'est, je pense, et ma mère m'a dit qu'elle voulait mourir, elle, quand elle a entendu, d'autant plus qu'elle avait perdu sa mère à l'âge de 9 ans, elle a voulu. Et c'est pour ça que moi j'ai reproduit ça. D'ailleurs, un détail amusant, parce que c'est trop triste, il y avait quand même un médecin après, hein, quand le requêté ont été dans le village, vous savez ce que c'est le requêtes, et le médecin a dit « Ah, pardon, en français, mais cet enfant, il lui faudrait du lait concentré seulement, hélas, c'est les rouges qui ont le lait concentré, donc elle va mourir. » On a tué là, dans les murs, il y était 8 personnes à Mediana. Je vais vous citer le cas de la boulangère. À elle, on lui avait tué son fils et son mari. Et elle avait dit, enfin la boulangère, c'est des fours qu'il y a, vous voyez, à Mediana, et on apporte le pain à cuire au four. Et elle avait dit, eh bien moi, quand un phalangiste va venir, je vais l'empoisonner, comme ça je me vengerai. Il y avait un gamin de 13 ans qui a entendu,
Et naturellement, on l'a prise et on l'a tuée. Donc, 2 ou 3 femmes et des hommes. Le 20 décembre 1936, on entend taper, mais à l'arrière, ces maisons, c'est les maisons de style arabe avec la sacekias, et on entend. Et alors, c'est mon oncle, celui-là, et un autre oncle, du côté de ma mère, qui viennent nous chercher dans la nuit. Alors, c'est 24 personnes, ça c'est très important. Ils ont donné ordre donc 24 personnes, ils ont dit la liste parce que c'était les femmes, donc on avait 2 ou 3 jours. Alors un détail quand même amusant, c'est que ma tante du couvent et tout ça était revenue. Il fallait que tous les jours elles aillent signer à 8 h du soir, qu'elles étaient là. Et ce jour-là, comme elles savaient qu'elles partaient le lendemain, parce qu'on leur a donné 48 heures, mes 2 oncles, pour chercher les 24 personnes qui allaient à escaparnos, nous échapper. Elle leur a dit, parce que le mec lui a dit, qu'est-ce que tu as une jolie signature? Et elle a répondu, demain je signerai encore mieux. Alors qu'elle savait qu'elle partait. Ça se célèbre. Donc on est parti. Dans la nuit, hein, je crois que c'est le 20 décembre 1936, et nous sommes partis à Ihar, en zone républicaine. Alors, là, non, à la Faïla, et puis dans un camion à Ihar. Et là, nous sommes allés à Caspe. C'est très important, parce qu'à Caspe, nous avions un oncle qui habitait là-bas. Et il y avait une collectivité. Et mon père travaillait déjà dans la collectivité. Hein? Et nous sommes restés là-bas. Mes tantes travaillaient, tout le monde travaillait, mon père dans la collectivité. Alors, on est resté là 1 an, je crois. Alors, quand on a su que déjà tous les villages tombaient, hein, tous ces villages autour, puisque Saragosse n'a jamais été prise, etc., tous les villages, eh bien là, nous sommes partis avec mon père, 2 mulets et une charrette, à Barcelone. 40 jours pour aller à Barcelone. C'est-à-dire, il paraît, les bombardements partout, ça a été terrible. C'est arrêté à Fraga, etc. On arrive à Barcelone. À l'Arco de Triunfo, mon père vend tout. Hein, il nous restait encore des jambons, des tas de choses. Hein, 40 jours pour partir. Et il va se mettre à la guerre. Il va aller dans des... Alors ça, je voudrais vous en parler. Donc avec les communistes. Mon père s'est toujours plaint, il a fait la guerre jusqu'au dernier moment. Souvent, il entendait qu'on disait eh ben, ce camarade, on ne le voit plus. Et c'était quand même les communistes qui l'avaient tué. Ça, c'est important. Hein. Et comment ton père se retrouve chez les communistes? Il est anarchiste, il se retrouve avec la division communiste. C'est-à-dire que là, c'est le moment où toutes les milices sont militarisées, où il y a une mainmise du Parti communiste sur l'ensemble de l'armée. Hein, jusqu'à la fin. Bon. Alors là, nous, on va chez une tante ou je ne sais pas qui nous met à la porte, et nous sommes réfugiés à Roubi. Parce que, quand même, le gouvernement républicain, surtout les Catalans, ils étaient organisés. Hein. Alors, j'avais dit 21 janvier-mars 38 à Faïla, Giljar, Caspe, Roubi. Juin 38, 40 jours pour aller à Barcelone. Et après, donc, de juin 38, nous, on va passer en janvier 39. De Roubi, après, alors ça a été terrible, hein, pour arriver au Bolou. Parce qu'il y avait quand même des soldats qui nous surveillaient, qui gardaient. Mon père, on n'avait pas de nouvelles, on ne savait rien. Et là, moi je sais que ma tante me dit, voilà, je te prenais dans les bras, j'arrêtais des camions républicains, et comme ça on faisait un peu de chemin, où ils nous donnaient du pain, ils nous donnaient des choses. Il faut dire qu'à Ruby, elles étaient contentes, elles étaient tombées sur une bonne famille, mais il y avait des familles qui n'étaient pas tellement gentilles. Et nous arrivons, puisque vous dites, nous arrivons en janvier, donc à la frontière, à la Junquera. Nous allons rester au moins presque un mois,
parce que les Français ne nous ouvrent pas tout de suite. Ils nous ouvrent le 27 janvier. Et là, nous partons, nous, on nous met dans un train pour Grenoble. Et oui, mais c'est pas au Pertus. Nous, on nous a amenés au Boulou. Vous voyez, la petite ville qui est à côté, la ville d'eau. Et de là, nous partons donc à Grenoble, parce que je crois qu'on a été dispatchés un peu dans toute la France. Et là, nous sommes dans un... comment vous dirais-je? Il y avait eu une exposition, c'est à la Tronche, ça s'appelle. J'ai écrit pour avoir des renseignements, mais on ne m'a jamais dit. Ce que je sais par mes tantes, c'est que tous les enfants avaient la dysenterie et tout ça. Et on nous amenait à l'hôpital. Et les enfants de moins de 2 ans, tous mouraient. Moi, ma mère a dit, moi, ou on me tue ou je vais avec ma fille. Je suis allée à l'hôpital. Et là, elles avaient quelques pièces d'argent. Et elles les ont données aux infirmières, moyennant quoi je ne suis pas morte et je tiens. Là, je me souviens, mais à peine, à peine. C'est des espèces à étages très grands, avec des boiseries, vous voyez, mais je me souviens à peine de ça. On a fait une photo pour envoyer en Espagne. Et mon père, toujours, on ne savait rien. Bien, arrive le 3 septembre 1939, déclaration de guerre. À ce moment-là, la France fait tout pour nous renvoyer en Espagne, pour renvoyer tout ce monde en Espagne. Ce qui fait qu'on nous met dans un train, mais on arrive à 7, et à 7, il y a un gars qui vient, qui dit « Compañeras, attention, on vous amène en Espagne ». Et le préfet, paraît-il, est venu parce que les femmes se sont mises devant la locomotive, elles ont dit « Nous, on préfère mourir ici, si vous voulez nous tuer, que partir là-bas ». Et le préfet est venu, c'est un fait véridique. Il leur a dit « Je vous promets qu'on ne vous amènera pas en Espagne ». Et c'est là où on a pris, ils nous ont mis dans des cars pour aller à Argelès. Argelès. Alors d'Argelès, de quoi je me souviens à peine? Des Sénégalais, j'ai pas dit l'autre jour, j'ai dit des Africains. Les pauvres, elles n'avaient jamais vu des noirs. Alors elles disaient, mais avec des yeux jaunes, le blanc était jaune. Et je me souviens, hélas, ça j'en ai parlé, du gosse qui m'a fait comme ça, parce que j'ai quelques traumatismes quand même, et que je ne sais pas nager. Je n'ai jamais, parce qu'au bout de la 3e brasse, je vois toujours ça. Alors là, mon père était au Barcarès. Il était au camp de concentration du Barcarès. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc on leur a demandé s'il y en avait qui savaient l'agriculture. Et lui, il a dit que oui, et on l'a envoyé en Aveyron. Alors pour vous dire que rien n'a changé depuis longtemps avec les émigrés, ce n'est que si on avait un travail, une adresse et une maison, qu'on pouvait faire venir sa femme. Donc il a su, parce qu'on savait quand même, parce que je crois qu'il y avait les noms sur les grillages et tout, tu vois, dans les camps de concentration, il nous a fait venir ma mère et mes 2 tantes, parce que je dois tout aussi à mes tantes, tout le monde, c'est pour ça que je suis petite aussi, j'ai pas eu les vitamines qu'il fallait, mais elles m'ont bien soignée. Et on est parti là-bas, alors ça je m'en souviens, hein, même si j'avais pas encore 3 ans, on était dans la chambre du Vacher, hein, dans l'étable. J'ai eu la rougeole. Et jamais, on n'est pas, je ne sais pas si je me souviens qu'il n'y avait qu'un grand lit. J'avais même pas de lit, je dormais entre mon père et ma mère. Et j'ai eu la rougeole et vraiment, ils n'ont pas appelé de docteur ni rien. Alors je me souviens de petits détails parce qu'il faut un peu rigoler. C'est qu'on mangeait la soupe le soir, bien sûr, on allait manger chez la bonne femme, là. Je me souviens encore de la grande table. Et ils mettaient, dans la soupe, ils mettaient du vin. Ça les a fait rigoler tout le temps, mes parents. On mettait le vin et là, c'était terrible. Alors, je sais, ça s'appelle Barros, à côté de la ville de Baraqueville, dans l'Aveyron.
on a fait des études là-dessus. Vous savez que la Vérène, c'était une petite Vendée. Hein. Voilà, parce qu'on disait à mon père combien de curés tu as tués, et on avait cette réputation. Hein. Et on l'avait obligé à aller à l'église, mais il ne voulait pas aller. Alors là, c'était vraiment triste. Mais comme ma tante avait connu un oncle et qu'elle travaillait elle travaillait comme bonne. Enfin, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'à Grenoble, mes deux tantes étaient sorties pour aller travailler à une ville qui s'appelle Camas. Bon, alors là, eh bien, ça a été terrible, hein, parce qu'elle nous donnait à peine à manger, la bonne femme, etc. Mais par ma tante, celle qui était venue rejoindre celui qui va être son mari et tout ça, et qui travaillait donc à Toulouse, elle a su qu'il y avait des gens qui voulaient une ferme, qui avaient acheté une ferme et qu'elle voulait que elle cherchait des bras. Et comme les trois sœurs ont été toujours ensemble, on les a faites venir. Alors là, je me souviens du détail, et ça je voudrais le dire, parce que souvent les immigrés, je me demande, moi qui ai vécu ça. Bon, la bonne femme est venue, la patronne, parce qu'il fallait dire la patronne, j'ai connu que ça. Elle est venue nous chercher en voiture et on est arrivé à Chalabre dans l'Aude, un petit village, Villefort. Et la ferme, elle était là-haut, au bout. Ce dont je me souviens, c'est la ferme, elle était en haut de la montagne. Et je me souviens au milieu du chemin, je me suis mise à pleurer. Je ne voulais pas marcher. On avait 4 ou 5 déjà heures de trucs. Et ma mère s'est mise devant à pleurer. Et ils ont laissé la valise parce que mon père m'a prise dans ses bras. Et je me dis souvent, et après, mais quand ils sont arrivés là-haut, ils n'avaient rien. Dans cette ferme, ils n'avaient pas de quoi manger. Comment ils ont fait? Est-ce qu'ils avaient... Souvent, je me dis... Parce que je l'ai vécu dans ma chair. Est-ce qu'ils avaient des allumettes? Ils avaient de quoi manger? Ils n'avaient rien. Et mes parents n'ont jamais voulu me dire. Je me souviens que de ça. Moi, en train de pleurer, dire « Je veux rester là, j'en peux plus, j'en peux plus ». Mon père me prenant dans ses bras, ma mère jetant la valise et pleurant encore plus fort. Voilà. Et ça, c'est en avril 40. Alors après de cette ferme, je descends plus tard à l'école, là je vous parlerai, après on a été, ma grand-mère est venue, ma grand-mère du côté de mon père. Ma grand-mère, rendez-vous compte, donc ses 4 fils, un en prison, un mort, les 2 autres, bon mon père et l'autre, en France, et ses 3 filles. J'ai une tante qui était peintre et qui est devenue folle. Parce que tous ces tableaux, quand ils sont partis, comme mon oncle a dit, dans la nuit, les tableaux, on ne va pas prendre les tableaux, il faut partir dans la nuit. Et ici, comme elle était artiste, mais avec une sensibilité que vous avez les artistes un peu spéciales. Voilà, enfin, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si, ce que je peux vous dire, c'est qu'après, ça a été très dur. Mais si, vous savez peut-être que ceux qui ont fait les premiers, la guérilla et tout ça, parce qu'on était donc dans l'Aude et l'Ariège, ils faisaient du charbon au début. Donc à côté, là, cette ferme, elle s'appelle l'Esturgat, on a été avec ces gens-là, tous ces Espagnols, ils venaient à la maison, et on n'a pas été très embêtés par les nazis, sauf un gosse d'un village à côté qui a été torturé, tout ça, parce que justement il alimentait les Espagnols qui faisaient du charbon là. Et moi, bon, je suis allée à l'école, je descendais cette montagne, hein, et je ne savais pas, j'ai appris le français à l'école, mais ma grand-mère m'avait appris à écrire en espagnol. Alors on a convoqué mon père en lui disant « mais elle sait déjà écrire, elle ne sait pas parler, mais elle sait écrire ». Bon, et après les instituteurs, ils ont été très bien. J'allais à l'école, je descendais, tout ça.
Et puis, il faut quand même que je vous dise que je suis devenue prof, donc que je dois tout à la France. Hein, ça, je voudrais le dire. Mais à l'école laïque, prof d'espagnol, oui, parce que j'ai l'Espagne dans mon cœur. Bon. Alors, nous avons, du côté de ma mère, nous avons toujours été des serviteurs d'une grande famille de caciques qui s'appelle les Morales. D'ailleurs, je suis en train de faire des études là-dessus, comment ils ont acquis tous ces trucs à Mediana, et après qui étaient venus à Caspe, d'accord? Ils avaient pris une tante de ma mère, une sœur de ma grand-mère, pour les servir tout le temps. Et ça s'appelle La Plana. Ils ont une grande ferme là-bas. Naturellement, ils s'en vont à Saragosse au mois d'août. Tout le monde s'en va, tous ces riches s'en vont à Saragosse. Et ils y restent là-bas, puisque Caspe est tenu par les républicains. Ce qui fait que nous, quand on arrive à Caspe, on doit arriver donc en janvier 37. Eh bien, la tante qui est restée dans la ferme, une immense, ça s'appelle La Plana, hein, une truc magnifique, et elle les a fait venir et dormir là-bas quelque temps et tout, puisqu'elle est restée dans... Et elle regardait, mes tantes et ma mère, et elles m'ont raconté cette histoire, et elles n'ont jamais rien pris. Hein. Toute la maison était... C'était la grand-mère, la tante à elle qui s'occupait de tout, c'était la servante. Et donc elles ont ouvert les arcas, hein, et voilà qu'elles ont trouvé plein de diamants. Je me demande d'où ils avaient sorti ces diamants, ces mecs-là. C'est pour ça que je fais maintenant des recherches là-dessus, des Morales. Et elles disaient, et ça sautait, ces diamants. Et puis en France, quand on était au coin du feu, le feu de bois, puisqu'on avait dans toutes ces fermes, ah, si on avait pris ne serait-ce qu'une petite boîte d'allumettes, ah ben ça aurait été mieux pour nous en France. Voilà. Super.